Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire sur le risque routier. Nous sommes la semaine de la sécurité routière et merci de votre investissement, d'être venus aujourd'hui nombreux pour suivre cette sensibilisation au risque routier. Je m'appelle Nicolas Bertrand, je suis responsable des projets pluridisciplinaires à la METRA 06. Les objectifs aujourd'hui de ce webinaire, c'est de sensibiliser à la prévention du risque routier en entreprise, et d'étudier plus précisément les impacts des principaux facteurs de l'accidentologie. Qu'est-ce qui va causer les accidents de trajet, les accidents de mission, pour une prise de conscience de l'attitude, des conséquences possibles sur sa santé aussi en termes individuels des salariés. Puis vous donner des éléments de réflexion et des pistes d'innovation pour une meilleure prévention routière. Donc, vous pouvez poser des questions sur le webinaire. N'hésitez pas à les poser. On aura un moment en fin de webinaire où on essaiera de répondre à vos questions. N'hésitez pas. Soit on les traitera sur le moment si on a la réponse. Et puis, si c'est des questions un peu plus complexes où on n'a pas les éléments, on les publiera sur nos réseaux sociaux. On a un LinkedIn qui est assez actif, sur notre site internet aussi, à metra06.org. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. On en sélectionnera quelques-unes à la fin et puis on essaiera d'y répondre. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs intervenants, des intervenants de la METRA 06, le docteur Matchev et le docteur Séner qui vous présenteront une partie de la présentation. Madame Caponi, donc Madame Caponi est ingénieure conseil à la CARSAT Sud-Est. Alors la CARSAT, c'est quoi? C'est l'assurance maladie, volet, accident du travail, maladie professionnelle. C'est l'assureur du risque professionnel. Ils ont un département de prévention dans lequel on a des ingénieurs, des contrôleurs qui développent des outils, diffusent des outils, accompagnent les entreprises dans leur démarche d'évaluation et de prévention des risques professionnels. Madame Hélène Caponi, en plus, on a la chance, est la référente au niveau régional et national sur les risques routiers et connaît très très bien cette thématique. Et puis on finira par un témoignage de Monsieur Rocancourt, qui est responsable formateur et sécurité chez Barbero Transport, donc un de nos adhérents, une de nos entreprises qu'on suit à la METRA 06, et qui s'est engagé dans une démarche particulièrement intéressante de prévention des risques routiers dans son entreprise. Donc le plan de la présentation aujourd'hui, on va parler un peu risque trajet et risque mission, quelle est la différence, donner des chiffres de la sinistralité, c'est-à-dire concrètement, il y en a combien d'accidents, où on les trouve, c'est quel type d'accident. Parler des facteurs de risque, les médicaments, l'état des véhicules, enfin, il y a beaucoup de facteurs de risque qui peuvent jouer sur les risques routiers. Les obligations légales des employeurs, des salariés, et puis derrière, comment on fait pour y répondre avec la nécessité d'évaluer ces risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, et puis surtout, comment on fait voilà, pour y arriver au bout et que ça ne soit pas juste une démarche de papier. Derrière, on développera les mesures de prévention, quelles solutions techniques, organisationnelles, de formation on peut mettre en place pour prévenir ces risques routiers. Puis, on fera un petit élément prospectif sur les transports du futur avec de nouveaux modes aussi de transport qui peuvent peut-être limiter, avoir un effet positif sur les risques ou au contraire peut-être les aggraver ou déplacer les risques vers des situations que l'on ne connaît pas encore précisément. Puis donc, le témoignage de Monsieur Barbero et la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, sur la plateforme, vous posez vos questions, on les traitera en fin d'intervention. Alors, les risques routiers, de quoi on parle? Les risques routiers, il y a deux notions, hein, risque mission, risque trajet. Les risques mission, c'est quand on se déplace pour aller au travail. C'est grosso modo de chez soi au travail ou de chez soi à la mission. Donc ça, c'est et pour nous emmener au travail. Le risque trajet, ça va être le déplacement. Mince, pardon, j'ai dit une grosse bêtise, je suis désolé. Le risque mission, c'est au contraire quand on va de l'entreprise à sa mission. Et le risque trajet, c'est quand on part du domicile, excusez-moi. Donc ça, c'est deux notions différentes. L'indemnisation et la déclaration, l'indemnisation est la même, mais la déclaration n'est pas complètement la même. C'est-à-dire que quand il y a un accident, il faut le déclarer à son employeur. Et c'est deux choses différentes, risque trajet, risque mission. Donc mission au travail et risque trajet du domicile au travail. Maintenant, je vais laisser Madame Caponi présenter la sinistralité, les statistiques nationales et régionales des accidents du travail routiers. Oui, merci Nicolas.
Oui, bonjour à tous. Donc, je vous propose 6 diapositives pour partager avec vous quelques données macro-clés sur le risque routier professionnel. Donc, dans cette première diapositive, nous voyons à gauche que les accidents corporels de la route en lien avec le travail représentent 38% des accidents sur la voie publique, sur la route. C'est ce qui en fait un enjeu de sécurité routière significatif pour l'État, la direction de la sécurité routière. Les deux graphes de droite se situent, eux, dans le domaine donc, de l'accident du travail. Donc, la part des accidents du travail en lien avec la route, c'est 11% des accidents donc, du travail de salariés, du régime général. Et la part des décès au travail en lien avec la route, c'est 31%. Donc, vous voyez, c'est un risque pas forcément très fréquent, mais avec des conséquences graves. Donc un enjeu important, financier et humain pour notre branche accident du travail, maladie professionnelle. Alors, j'ai mis cette diapositive pour attirer l'attention sur le deux roues, qu'il soit motorisé ou non. Nous avons presque un quart des accidents routiers en lien avec le travail qui sont sur un deux roues. Donc, avec une émergence à signaler sur les accidents en lien avec les nouvelles mobilités, trottinette, vélo. Alors, je rajoute aussi que 22% des accidents sont en deux roues, alors que ça représente 3 à 4% des modes de transport habituels des usagers. Donc, une sinistralité importante sur le deux roues. Je pense que nous pouvons tourner. Alors, cette diapositive, je vous ai partagé, on ne va pas tout lire bien sûr, la fréquence des accidents du travail donc par région. Donc, les régions en rouge, en rose sont les plus accidentogènes. Donc, vous prendrez le temps de regarder. Les régions PACA-Corse sont les régions présentant une accidentologie la plus élevée de France. 4,87 pour une moyenne nationale de 2,82. Donc 72% au-dessus. Non, il faut revenir. Et je voulais signaler aussi que dans les accidents routiers en lien avec le travail, on en avait un quart en mission et 3/4 en trajet. Donc, gardez à l'esprit qu'on a des choses à faire sur le risque trajet également au niveau des employeurs. On peut tourner. Alors, quand on regarde la répartition des accidents routiers par taille d'entreprise, le graphe à gauche, donc on voit effectivement qu'on a deux pics, donc un pic chez les entreprises de plus de 300 salariés et aussi un pic dans les petites entreprises entre 1 et 19 salariés. Bon, ce qui n'est pas surprenant puisque le tissu industriel de PACA est composé en priorité de petites entreprises. Voilà, donc un enjeu d'aller toucher les petites entreprises sur le risque routier, que ce soit mission ou trajet. Et le graphe à droite, donc vous voyez que les Alpes-Maritimes pèsent pour 20%, c'est le vert, dans les accidents routiers en PACA. Donc vous avez une couleur par département. On peut, je pense, tourner. Donc ici, on vous a mis tout simplement le top des professions les plus accidentogènes en risque mission. Donc voilà, vous voyez la Poste, on comprend aussi, il roule beaucoup, la Poste arrive en premier, le transport de fret de proximité, mais aussi des métiers qui ne sont pas des métiers du transport, la restauration de type rapide, l'aide à domicile, l'intérim. Voilà, donc des professions à surveiller. Enfin, si vous en faites partie, voilà, c'est un risque chez vous important, le risque routier. On peut passer. Donc, nous avons là maintenant le top sur les accidents de trajet. Donc, les professions les plus accidentogènes en trajet, la restauration traditionnelle, bon, avec les horaires de nuit, bon, ça s'explique, bien sûr. L'intérim également, les hôpitaux, et on retrouve aussi nos aides à domicile, notre restauration de type rapide.
Donc voilà, je pense j'en ai terminé avec cette séquence statistique. Merci, merci Hélène. Du coup, nous allons vous présenter les facteurs de risque et c'est le docteur Semer qui va développer ce point-là. Oui, bonjour à tous. Alors, on va voir ensemble les différents facteurs de risque. Donc, il y en a 9. On va voir les plus fréquents, la vitesse, l'alcool et les drogues. Et puis, on va balayer ensemble donc quand même les 9 risques. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc le premier risque, c'est la vitesse. C'est la première cause de mortalité routière. Donc, plus la vitesse est importante et plus la distance d'arrêt va être conséquente. Et il y a aussi une conséquence sur la gravité des accidents. Donc pour le point 2, la vision, donc les études ont montré que 20% des responsables d'accidents de la circulation ont une déficience visuelle. Donc on va conseiller aux salariés de faire contrôler régulièrement leur vue et de porter bien sûr les protections visuelles nécessaires. Donc nous, à la visite médicale au travail, que ce soit les visites initiales ou périodiques, on fait systématiquement un contrôle de la vue. Donc on va pouvoir rechercher l'acuité visuelle de loin, de près, du champ visuel, la recherche, la vision des contrastes. Donc voilà, on va surveiller régulièrement la vue et si besoin, orienter vers l'ophtalmo si on a besoin donc voilà, d'adapter la correction. On vous a donné aussi les références par rapport à l'acuité visuelle de loin pour les groupes légers, donc c'est les véhicules, enfin le permis A et B, donc il faut avoir une acuité visuelle binoculaire qui est au moins égale à 5 sur 10. Et pour le groupe lourd, l'acuité visuelle du meilleur œil qui doit être supérieure à 8 sur 10 et le moins bon œil supérieur à 1 sur 10. Donc ça, on se fixe sur l'arrêté qui est paru récemment au mois d'avril 2022. Il est à noter que l'acuité visuelle baisse la nuit de 5 à 6 dixièmes. Donc, on déconseille les trajets de nuit dans la mesure du possible. La diapo suivante, merci. Donc, concernant le véhicule, il faut un véhicule en bon état, donc avec des contrôles réguliers et aussi un véhicule avec des équipements adaptés en fonction de la route. Voilà, par exemple, pour les véhicules dans le 06, être équipé de pneus 4 saisons, enfin voilà, selon ce qui est réglementaire. Et puis aussi, on peut conseiller des équipements un peu d'assistance qui peuvent aider aussi le conducteur. Pour le point 4, donc c'est le temps. Alors là, c'est large. On a repris donc les conditions météorologiques. Donc, si elles sont défavorables, éventuellement repousser le déplacement si c'est possible, faire des réunions à distance aussi si l'organisation est possible. La course après le temps, donc essayer de prévoir aussi dans des déplacements, donc de planifier et optimiser les déplacements afin d'éviter le stress sur la route. Dans le temps, on a mis aussi le retour d'un poste de nuit avec éventuellement la conduite de nuit et le domicile éloigné. Alors, dans les facteurs de risque aussi qui sont importants, donc c'est l'alcool et les drogues. Donc, on a regroupé les deux sur la slide. Donc, l'alcool qui diminue le champ visuel, qui perturbe les capacités intellectuelles et qui va ralentir les réflexes. Donc l'alcoolémie qui est réglementairement fixée à 0,5 g par litre. Donc voilà, ça c'est ce qui est réglementaire. Après, nous on va préconiser pas d'alcool au volant parce qu'effectivement ça augmente le risque d'accident. Pour les stupéfiants, donc en visite, on fait aussi le point sur tout ce qui va être prise de stupéfiants. On fait surtout le point sur le cannabis qui est assez banalisé dans la société. Et donc voilà, le risque d'accident de la route qui est multiplié par 2 avec le cannabis et 29 si alcool et cannabis. Donc la somnolence qui multiplie au volant par 8 le risque d'accident. Donc c'est la première cause d'accident mortel. Donc, on va rappeler les règles hygiéno-diététiques aux salariés avec donc un temps de sommeil recommandé à 7 heures minimum par 24 heures, préconiser les pauses toutes les 2 heures et au moindre signe de fatigue, effectivement, faire aussi des pauses, voire une sieste. Après, aussi en visite médicale, on a la possibilité de faire passer des questionnaires, d'évaluer cette somnolence et de rechercher des causes, si ça peut être des causes comme par exemple un syndrome d'apnée du sommeil, ça peut être aussi des causes psychiatriques ou iatrogènes. Donc, on a essayé de trouver une étiologie à cette somnolence. Pour le téléphone, donc, il y a une étude récente qui a montré que 80% des automobilistes, des conducteurs déclaraient utiliser le téléphone au volant. Donc, il y a
plus de la moitié qui déclarent téléphoner, donc ça augmente le risque d'accident par 4, et un tiers qui déclare envoyer des SMS, et là, le risque est multiplié par 23. Donc, pour rappel, les oreillettes sont interdites. Le Bluetooth intégré à la voiture est toléré, mais il ne doit pas être inclus comme une solution dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que le risque téléphonie ne doit pas être... on ne doit pas équiper le véhicule de Bluetooth en disant qu'on a annulé le risque du téléphone. Il faut trouver une organisation pour que le conducteur n'utilise pas du tout le téléphone. Donc, revoir l'organisation au niveau du travail. Donc, les médicaments, différents types de médicaments qui peuvent altérer la vigilance, donc que ce soit des anxiolytiques, antidépresseurs, antihistaminiques. Donc, la liste est longue. Donc, on essaye de sensibiliser les salariés sur la prise médicamenteuse, donc rechercher les pictogrammes sur la boîte, lire la notice de médicaments, effectivement demander au médecin traitant ou au médecin du travail si contre-indication, d'éviter l'automédication parce que même des médicaments sans ordonnance peuvent entraîner un trouble de la vigilance, et bien sûr l'association médicalement-alcool qui augmente le risque. Donc, sur la slide suivante, on voit les différents pictogrammes donc, voilà, qu'il y a sur les boîtes de médicaments. Donc, niveau 1, il n'y a pas de contre-indication formelle, mais des conseils de prudence doivent être prodigués. Niveau 2, par contre, il y a une contre-indication pour les conducteurs professionnels. Donc là, il peut y avoir un arrêt de travail. Et pour les médicaments de niveau 3, là, par contre, il y a une incompatibilité avec la conduite. Voilà, donc là, on voulait faire un petit peu le point sur les pathologies, parce que certaines pathologies peuvent entraîner une contre-indication à la conduite, ou en tout cas un aménagement. Donc, il y a un nouvel arrêté qui est paru le 3 avril 2022 qui révise la liste des affections incompatibles ou non avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. Donc, pour chaque pathologie, on va avoir les cas d'incompatibilité, donc soit temporaire ou définitif, ou alors des cas de compatibilité sans restriction ou avec une limitation de durée. Donc, par exemple, un salarié qui aurait fait un infarctus du myocarde, il y aura une contre-indication temporaire, une incompatibilité temporaire de 4 semaines minimum à la conduite. Et après, il y aura une compatibilité avec ou sans restriction en fonction de l'évolution médicale. Et pareil, par exemple, pour l'épilepsie. Une première crise d'épilepsie va contre-indiquer la conduite pendant 6 mois et avec l'autorisation du spécialiste, la restriction pourra être levée avec une limitation de durée, par exemple, de 5 ans. Donc voilà, les problématiques de santé les plus lourdes et les plus fréquemment rencontrées, c'est l'épilepsie, les troubles de vision importants, les troubles cognitifs et les pathologies cardiaques lourdes, ainsi que les troubles causés par les addictions à l'alcool ou les produits stupéfiants. Donc maintenant, on va passer, on a vu ces différents facteurs de risque qui peuvent influencer sur la survenue d'accidents. Alors maintenant, que propose le Code du travail ou le Code de la route? Donc je vais laisser le docteur Matcheff nous présenter les obligations qui s'appliquent aux travailleurs et aux employeurs. Bonjour à tous. Donc, je vais aborder les lois concernant donc, les obligations des travailleurs et des employeurs. Le risque routier est sur 2 codes, sur le Code du travail et le Code de la route. En concernant les obligations des travailleurs sur le Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes. Les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et des préparations dangereuses doivent être précisées donc par l'employeur. Et donc, elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Suivante. Concernant les obligations des employeurs, l'obligation générale de sécurité. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il doit procéder à l'évaluation de ce risque pour mettre en place des actions de prévention. Et les résultats de cette évaluation sont transcrits dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, suivant, je laisse la parole à Madame Caponi.
Oui, merci. Alors, je voulais effectivement souligner 3 points clés dans l'évaluation du risque routier. Alors, bon, là, j'ai centré sur la mission, puisque vous avez compris que l'obligation de l'employeur d'évaluer, elle est sur le risque mission. Néanmoins, je le dis, on recommande d'évaluer aussi le risque routier trajet et les méthodologies sont assez similaires, voilà, sauf qu'on est dans de l'incitation à faire. Alors que là, donc, sur le risque routier mission, on est dans une obligation à faire et à bien faire. Et donc, pour évaluer son risque routier de manière pertinente, c'est pas juste une ligne dans le document unique, comme on voit malheureusement souvent dans les entreprises. Donc, on voit souvent risque routier, sensibiliser les salariés. Donc, non, ça suffit pas. Donc, pour ouvrir des pistes de prévention et être pertinent dans l'évaluation du risque, il faut aller vraiment chercher les facteurs de risque de l'activité exercée. On comprend bien que le facteur risque téléphone, ça va juste pas être le même entre un commercial ou entre un gars qui travaille dans un restaurant. Vous voyez, donc, pareil, la conduite de nuit, ben, parfois, oui, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Voilà, donc, aller chercher les facteurs de risque dans son évaluation. Et pour ce faire, il faut associer les salariés qui roulent parce que ce sont les premiers à connaître la réalité de leur conduite et de leurs risques. Et je veux rapporter là une histoire vraie, on va dire, donc qui démontre l'écart qu'il peut y avoir entre la vision de l'encadrement de l'employeur et la réalité des salariés. Donc, j'ai accompagné il y a quelques années une entreprise de maintenance dans une démarche de prévention du risque routier. Et elle a joué le jeu, elle a fait passer des questionnaires aux salariés, aux encadrants. Et quand on a dépouillé, on s'est aperçu que du point de vue des cadres, les salariés n'étaient jamais appelés par l'employeur au volant. Et du point de vue des salariés, mais il y en avait un quart qui disait être fréquemment dérangé et appelé par l'employeur au volant. Donc vraiment, j'insiste, aller chercher les informations chez les salariés. Et enfin, un dernier point clé, bien sûr, tenir compte des études connues également. Si vous êtes dans l'aide et soins à domicile, voilà, l'étude sociologique de la profession, elle dit que le profil du salarié, c'est une femme, 45-50 ans. On ne va pas trop s'intéresser au cannabis. Vous voyez, ce public n'est pas sujet à ça. Alors que voilà, dans la restauration rapide, voilà, les jeunes, moins de 25 ans, cannabis, on sait que le risque, il est très présent. Donc, ce sont des études qui existent, qui peuvent aussi nous orienter dans l'importance qu'on donne à certains risques. Il y a eu des études récentes aussi dans le monde du BTP sur la présence de cannabis sur les chantiers. Il y a une littérature, il faut se tenir en veille, en fait, pour être pertinent. On peut, je pense, tourner. Alors, vous avez compris que l'évaluation, c'est là la bulle du milieu, va s'attacher à faire émerger les facteurs de risque dont les médecins collègues ont parlé tout à l'heure. La prévention, ça va être à gauche de la diapositive, mettre en place les bonnes organisations du travail et aussi les bonnes règles du jeu pour supprimer les facteurs de risque, pour les réduire. Et je souligne qu'il y a des organisations du travail qui les augmentent. Voilà. Donc, l'enjeu du chef d'entreprise, ça va être d'aller questionner les origines de ces facteurs de risque dans l'organisation du travail et poser les règles du jeu pour les salariés. Dire à ces salariés, je vous demande de respecter le code de la route, c'est pas rien. Il faut le faire, en fait, pour un employeur. Ça va pas de soi, en fonction des salariés. Donc, vous l'avez déjà compris, former, sensibiliser les conducteurs, bon, c'est nécessaire, bien sûr, mais ça ne sera pas suffisant. Voilà, il faut aller questionner l'organisation du travail. On peut, je pense, tourner. Et donc, voilà, la conclusion de tout ça, c'est que la prévention du risque routier, vous l'avez compris, elle commence bien avant de prendre la route pour les employeurs. Les axes de prévention, il y en a, on peut les classer en 4 catégories qui vont être développées derrière par mes collègues.
Donc, axes de prévention dans l'organisation des déplacements, dans l'organisation des communications au téléphone, hein, l'entretien, le choix des véhicules et la formation des acteurs de l'entreprise, de tous les acteurs, pas que des salariés, de tous les acteurs, y compris les encadrants. Je pense qu'on peut, voilà. Donc, le réseau prévention des CARSAT a mis au point et rénové l'année dernière un outil en ligne qui peut vous aider en tant qu'employeur à évaluer le risque routier professionnel, tant mission que trajet. Donc, vous y accédez par un lien, risqueroutierpro.fr, voilà. Et donc, vous pouvez créer un compte ou aller en accès libre. Et vous voyez dans le menu en haut à droite, ça vous permet de lancer une évaluation des risques dans laquelle vous êtes guidé pas à pas avec des questions, les bonnes questions à se poser. Vous avez aussi accès, nos préconisations en haut à droite, à une liste de préconisations. Vous pouvez d'ailleurs y avoir accès sans avoir créé de compte. Voilà, donc je vous recommande, pour ceux qui n'auraient pas encore démarré une démarche de prévention, d'évaluation, pardon, du risque routier, d'utiliser ce logiciel. Merci, merci Hélène. Du coup, on va essayer de fouiller un petit peu plus précisément dans ces 4 grands axes, si j'ai bien compris, et on va laisser le docteur Matcheff nous expliquer cela. Voici les mesures de prévention à proposer. Des actions de prévention organisationnelle, essayer dans la mesure du possible de réduire le nombre de déplacements, augmenter donc le télétravail, les visioconférences et choisir donc les modes de déplacement les plus sûrs. Planifier les déplacements, il faut tenir compte des temps de pause, des conditions météorologiques et du temps nécessaire pour conduire en toute sécurité. Les actions de prévention technique, donc choisir des véhicules adaptés aux missions des collaborateurs et aménagés pour le transport des charges et outils. S'assurer du bon état du véhicule, de son entretien et de la présence des équipements de sécurité individuels, donc comme a dit ma collègue, des pneus neige, des caméras de recul, des rétroviseurs additionnels. Fournir des équipements de géolocalisation. Comme aussi l'a dit le docteur Sederg, le Bluetooth n'est pas une mesure de prévention, mais il est toléré dans le code de la route. Il est nécessaire, suivante s'il vous plaît. Donc, il est nécessaire d'informer et communiquer aux salariés. Donc, inscrire dans le règlement intérieur l'interdiction de toute consommation d'alcool et de drogue au volant et l'encadrement d'éventuels contrôles. Vous avez les principes et les préconisations de base dans la biographie. En cas de prise de médicaments, il faut donc que le salarié soit au courant qu'il doit consulter les pictogrammes inscrits sur la boîte et demander conseil à leur médecin traitant. Il faut mettre en place un protocole de communication pour éviter l'utilisation du téléphone au volant. Vous avez également une plaquette à consulter sur la page de biographie. Avoir une bonne hygiène de vie, un sommeil suffisant, une bonne hydratation, une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique afin donc de prévenir les troubles musculo-squelettiques du fait qu'il y ait des contraintes posturales, des gestes répétés et des vibrations lors d'une conduite. Il faut également donc respecter le code de la route, notamment les limitations de vitesse. On peut donc proposer des formations au risque routier avec des ateliers de prévention. Et là, surtout, insister sur la notion de partage de la route. Et oui, nous sommes tous concernés par l'importance de partager cet espace de façon harmonieuse et sécuritaire, que l'on soit piéton, cycliste ou conducteur. Rappelez donc le code de la route, la vitesse qui diminue le champ visuel, les distances d'arrêt, les giratoires. Les conducteurs peuvent également participer au simulateur d'alcoolémie dans les ateliers. Suivante. Donc, nos moyens de transport du futur.
Les différents projets visent à se déplacer plus vite sans avoir besoin d'une intervention humaine, ce qui pourrait diminuer les différents facteurs de risque, comme par exemple le téléphone, la vitesse, le temps, etc. L'automatisation, c'est une grande tendance des transports du futur. La voiture donc devient un lieu de détente et on pourra utiliser également des navettes et des taxis connectés. Mais bien sûr, il y a des questions épineuses concernant la sécurité routière et la responsabilité en cas d'accident. Le cadre juridique reste encore à être défini. Mais ce n'est pas une fiction. Nous avons déjà des navettes automatiques sur le site de Sophia Antipolis, là où j'exerce. Merci, merci docteur Machef pour ces éléments. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez parlé d'offres de prévention, de sensibilisation. Donc, à la Metra 06, on a développé des plaquettes de sensibilisation, hein, une fiche pratique employeur, un dépliant risque routier professionnel, une fiche prévention grand routier hygiène de vie. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure avec monsieur Rocancourt, à destination spécifiquement cette brochure-là des grands routiers. Et nous avons une offre de sensibilisation en entreprise où l'on vient sensibiliser les salariés. Donc, si vous êtes intéressé pour qu'on puisse éventuellement venir dans votre entreprise pour sensibiliser les salariés, en plus évidemment hein, de tout l'accompagnement que l'on fait sur les fiches d'entreprise, sur le document unique où on vient essayer de travailler avec vous sur des outils comme celui que nous a montré Madame Caponi pour identifier les facteurs de risque. Mais sur la partie sensibilisation, on a une offre de terrain qui a été développée récemment et cette semaine, les premières sensibilisations se dérouleront et puis on a déjà des entreprises dans les semaines qui viennent qui se sont inscrites à ces sensibilisations de terrain. Donc voilà l'offre que l'on a à la Metra 06 sur ces questions de risque routier, en plus bien évidemment, comme vous l'avez compris, de toute la partie énorme hein, de suivi médical pour des questions individuelles hein, de l'état de santé, de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé des salariés. Et ça, nos médecins et infirmières sont extrêmement attentifs à ces questions de suivi individuel. Donc voici à peu près l'offre à Metra 06. Je reviens rapidement sur la bibliographie. J'ai eu une question, je me permets d'y répondre tout de suite. Est-ce qu'on diffusera les supports de présentation? Oui, on les diffusera sur notre site internet et on a une page LinkedIn à Metra 06 où l'on poste régulièrement suite aux événements. Déjà, la vidéo sera filmée et on la mettra en ligne et on mettra aussi le PowerPoint sous forme de slide share, je pense, disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Donc, vous aurez cette biblio. Et cette biblio, elle est importante parce que vous avez des brochures nationales sur les grands sujets. On a parlé des protocoles de communication, comment on gère l'arrimage des charges, extrêmement important dans certains secteurs, mais aussi des offres vraiment très ciblées PACA, développées par Madame Caponi et ses collègues, avec une littérature extrêmement intéressante pour vous aider en fonction des sujets, des facteurs de risque, pour vous donner des pistes de bonnes pratiques de prévention. Donc, vous pouvez retrouver tout ça, les liens seront cliquables et ça vous emmènera directement vers ces documents, mais qui sont tous téléchargeables sur Internet. Donc maintenant, on va parler de la vraie vie. On a la chance d'avoir Monsieur Rocancourt, donc qui travaille chez Barbero Transport. Et voilà, on va lui poser quelques questions pour qu'il nous explique, on vous a un peu présenté la théorie, hein, les grands principes, mais dans le cadre de son entreprise, comment c'est développé? Est-ce que c'est si facile? Voilà. Donc, moi, la première question que je voulais vous poser, Monsieur Rocancourt, c'était déjà, est-ce que vous êtes une entreprise de transport, donc j'imagine que vous êtes de par votre activité concernée par les risques routiers. Et quelle est l'ampleur de ce risque dans votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à des accidents ou des situations particulières? Alors, bonjour à tous déjà. Oui, donc notre domaine d'activité, c'est le transport frigorifique
marchandises. Donc, on va livrer essentiellement, par exemple, tous les magasins que vous côtoyez au quotidien, tous les jours, dans toutes les rues, sur de l'alimentaire. Donc, on est une société qui a 70 ans d'existence, d'ancienneté, dirigée par la famille Barbero. Et nous avons actuellement environ 160 employés. Et sur ces 160 employés, on a environ une centaine, un petit peu plus d'une centaine, qui est considéré comme personnel roulant, donc dans les mots de tous les jours, chauffeur routier. Donc ça représente une très grande partie de notre activité et donc forcément ça concerne une très grande partie de nos employés. Le risque routier, il est au quotidien, il est tous les jours. Forcément, étant sur la route, on est soumis à tous les aléas du trafic routier et également à la coexistence d'autres activités routières. Et c'est malheureusement que oui, nous avons rencontré déjà que ce soit des accidents plus simples, plus légers, du matériel simplement, allant jusqu'à en effet des accidents mortels. Ça nous est déjà arrivé. C'est pas des choses qu'on aime forcément parce que on perd un employé ou il se passe bien évidemment un autre drame sur la route. Mais on fait tout pour organiser aujourd'hui tout un processus de formation, d'accompagnement, de prévention et de sensibilisation pour pouvoir diminuer de manière considérable nos accidents de la route, du bénin, comme aux plus compliqués, mais également aussi les accidents de trajet, comme on en parlait tout à l'heure. Il faut bien que nos employés rejoignent la société, donc forcément, on essaye également de maîtriser pour cette attirer les partie. gens. Et du coup, concrètement, comment vous avez évalué vos risques? On a parlé tout à l'heure du document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce que vous avez travaillé sur ces facteurs de risque? Est-ce que vous avez formalisé votre démarche? Ça s'est passé comment? C'est ancien, c'est récent, c'est mis à jour? Où vous en Alors, êtes? c'est quelque chose qui existe quasiment depuis le début de la société, forcément, vu que c'est notre activité première et principale. Et cette démarche a évolué au fur et à mesure. Et je dirais que depuis maintenant 2017-2018, on est vraiment concentré essentiellement dessus, parce qu'on se rend bien compte également que le trafic routier ne cesse d'augmenter et qu'on est aussi de plus en plus sur la route, forcément. Donc, on s'est entouré de la CARSAT, avec notre contrôleur CARSAT, mais également avec l'accompagnement de la Métra 06 et le docteur Guillaumard qui gère notre structure. Moi, de formation, je suis moniteur toute catégorie de véhicules, donc j'amène également mon expertise sur tout ce qui est l'enseignement, la formation, la compréhension de la route, du risque routier. Et on s'inspire de tout ce qu'on peut avoir autour de nous et tout ce qui nous est à notre disposition pour pouvoir peaufiner, améliorer et continuer de faire évoluer cette démarche. Du coup, cette évaluation, est-ce qu'elle a débouché sur des actions concrètes, sur un plan d'action? Oui, sur plusieurs plans d'action. Tout à l'heure, on parlait par exemple de la communication, le téléphone au volant. On s'est rendu compte il y a quelques temps en arrière que le téléphone au volant était quand même un outil très important, on va dire, dans notre métier, de manière à communiquer pour recevoir le travail. Ceci étant dit, la démarche qui était réalisée en utilisant le téléphone n'était pas la bonne. On s'est rendu compte que ça avait engendré plus ou moins des accidents matériels avec une légère augmentation. Donc, on est passé par un système dématérialisé de tablettes embarquées dans le véhicule qui centralise les informations et qui permet d'avoir toutes les informations dont le chauffeur a besoin pour effectuer son travail en toute sécurité. Voilà. Donc ça, c'est une Sans première qu'il ait à démarche. chercher lui-même, à pianoter, c'est-à-dire que tout est inscrit dedans, il n'a pas besoin d'interaction avec la tablette. Il y a un minimum d'interaction, mais l'interaction se fait à l'arrêt. Voilà, comme ça permet, on prépare en fait l'interaction via la tablette, donc l'itinéraire, parce que c'est couplé avec un GPS, le nom des clients, toutes les informations des clients, tout est enregistré en amont avant de prendre la route. Et ensuite, on prend la route et donc ça relâche aussi la pression sur le chauffeur, vu qu'il sait qu'il arrivera bien à bonne destination et qu'il retrouve toutes les informations sur des pages bien précises qu'il peut consulter très rapidement et très facilement. Voilà. Ça, c'est l'une des démarches. Après, d'un autre point de vue, on est aujourd'hui axé sur de nombreuses formations chauffeurs au quotidien. On les suit, on fait de la prévention, on les forme et on les accompagne. Sur cette question de la formation, du coup, vous avez évoqué le travail que vous avez fait avec la Métra 06, le docteur Guillaumard et toutes les équipes derrière. Ça a consisté en quoi exactement? Alors, on a travaillé là, en effet, sur le petit dépliant que vous avez présenté tout à l'heure, l'hygiène de vie des grands routiers.
Ça a permis d'aborder plusieurs points parce qu'on se rend compte que nous, on a des chauffeurs qui partent à la semaine et on a des horaires décalés. Dans le monde du transport, c'est vrai qu'on travaille beaucoup la nuit, très tôt le matin. On perd un peu les habitudes routinières qu'on peut avoir dans une vie un peu sédentaire, des heures de repas fixes par exemple, des heures de sommeil qui sont fixes, un rythme assez constant. Donc, en tant que chauffeur routier dans notre société qui sont soumis également à tous ces différences, on a pu travailler sur ce point-là. On a également pu revoir notamment des petits exercices de détente qui permettent justement de déstresser, de détendre principalement le chauffeur après une journée de travail ou quand il se sent un peu en tension. On a insisté sur l'hygiène de vie à avoir, donc essayer d'organiser ses repas, essayer de retrouver quand même une certaine forme de routine dans ce quotidien qui n'est pas toujours facile. Et on a pas mal parlé aussi des mesures organisationnelles, c'est en général celles qu'on essaie de mettre en place en premier lieu, mais vous, concrètement, l'organisation, ça touche aussi, j'imagine, à vos clients. Vous avez du travail de nuit. Est-ce que vous avez pu jouer un peu dessus? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des pistes peut-être dans l'avenir? Je ne sais pas. Alors, on y a forcément travaillé un peu depuis plusieurs années, et puis un peu en sous-marin, je dirais, parce que c'est vrai qu'on doit s'adapter, nous, à notre clientèle. Ça, c'est aussi notre force. Et pour s'adapter à notre clientèle, il faut qu'on arrive à répondre aux besoins. Et c'est pas toujours évident. Ceci étant dit, en faisant le tour un peu de tous nos services, en dialoguant avec les employés, en faisant remonter un maximum d'informations, on a pu aujourd'hui réussir à mettre en place une organisation sur différents secteurs. Donc, on peut avoir un secteur distribution pour le département, un secteur régional et un secteur national. Et en organisant mieux ces secteurs, on a pu justement répondre à certaines difficultés qu'on avait auparavant sur les horaires, sur la cadence, sur les rythmes. Et on a réussi à mieux organiser chaque secteur pour pouvoir y amener un peu plus comment dire, de sécurité, que ce soit en termes de conduite routière, mais aussi d'hygiène de vie, de stabilité psychologique. Peut-être une dernière question. On l'a pas trop abordé. On en a parlé tout à l'heure sur l'obligation de vérification des permis de conduire, mais comment ça se passe? Comment on vérifie, un employeur peut vérifier les permis de conduire de ses salariés? Est-ce qu'il a le droit et comment il fait? Vous gérez comment, vous? Alors, un employeur a le droit de demander à son employé qu'on lui présente son permis de conduire, mais la démarche va concrètement s'arrêter là. Il ne pourra pas avoir plus de moyens à sa disposition pour vérifier si réellement le permis est toujours valide ou pas valide. Voilà. Cette démarche, on pourra éventuellement la réaliser quand on réalisera un renouvellement de permis suite à la visite médicale obligatoire tous les 5 ans pour un chauffeur routier. Si toutefois, pendant le renouvellement du permis de conduire, il y a un problème avec le permis de conduire, là, on s'en rendra compte. Voilà. Nous, après, on fonctionne aussi d'une autre façon, c'est que tous les mois, lors de la remise des documents de paye, nous faisons émarger chacun de nos chauffeurs sur une attestation sur l'honneur, disant qu'il est toujours bien en possession d'un permis valide avec un nombre de points positifs. On ne lui demande pas le nombre de points parce que c'est interdit, mais un nombre de points positifs qui permet de justifier qu'il est toujours bien sur un permis en cours de validité. Voilà. C'est ça, parce qu'on peut avoir en fait perdu tous ses points, mais avoir encore son permis dans son porte-monnaie et présenter un permis, c'est pas la garantie qu'il y ait toujours les points derrière, quoi. Et non, tout à fait. Vous pouvez avoir fait plusieurs infractions conduisant à un solde nul. Or, vous êtes toujours, vous, en votre possession de permis de conduire. Vous ne le savez peut-être même pas immédiatement que votre permis s'est fait invalider par les points, parce qu'il faut que vous soyez informé par la préfecture. Donc, des fois, avec l'administratif, ça peut aussi porter à confusion. Et donc, vous pouvez être en possession de votre permis, alors que potentiellement, il s'est fait invalider, vous avez 0 point dessus. Voilà. Ok, ben, vous souhaitez rajouter quelque chose sur la prévention des risques routiers ou? Je peux dire que la prévention des risques routiers, c'est forcément quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans n'importe quelle des sociétés. Alors, il est vrai que nous, on est professionnels de la route, on est transporteurs, on est transporteurs, mais je pense à beaucoup de structures qui négligent peut-être les déplacements qu'ils peuvent avoir dans le cadre de leur travail, pensant que ce n'est qu'une petite partie, qu'une infime partie. Et je ne pense pas qu'il faille passer à côté de ça. Il faut vraiment bien essayer de tout analyser, bien tout comprendre et aussi ne pas négliger
le rapport qu'on a avec l'accident de trajet qui survient des fois bien trop rapidement et bien trop souvent. Et c'est vrai qu'on a tendance à le laisser un peu passer à la trappe. Il y a des organismes de formation. Vous C'est la voyez, il y a part des majoritaire des accidents sur la route en milieu professionnel. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai aussi. Après, il y a des organismes de formation. On a des structures comme la METRA, comme la CARSAT qui peuvent nous accompagner, qui bien souvent ont, comme vous l'avez dit, des bibliothèques de formation, des supports pédagogiques. On a des possibilités de trouver pas mal d'informations et de faire de la prévention à notre échelle et à la taille de notre structure également. Voilà. C'est pas quelque chose qui prend plus de temps. De votre témoignage. On va peut-être laisser la place aux questions des personnes qui nous suivent, des participants de ce webinaire. Vous êtes un peu plus de presque 120, encore actifs maintenant. Donc, il y a eu, donc, je reviens sur la question des supports. Ils seront en ligne sur notre site et sur notre LinkedIn Ametra 06. Moi, j'ai une première question là, qui est arrivée sur les contrôles. Est-ce qu'un employeur peut faire des contrôles de drogue ou d'alcoolémie? Est-ce que c'est le rôle de la médecine du travail de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être répondre à cette question? Est-ce que c'est le rôle du médecin de faire les contrôles d'alcoolémie? Alors, moi, je veux bien y répondre dans le cadre professionnel, Oui. parce que justement, on y a été très touché ces derniers temps. Alors, un employeur a le droit, bien évidemment, de le stipuler clairement dans son règlement intérieur, qui l'interdit sur site et pendant le travail, hein, la consommation de tout produit, que ce soit alcool ou stupéfiant. Et par contre, il peut également mettre en place des contrôles aléatoires et réguliers, bien évidemment, avec un cadre légal. Modification donc sur le règlement intérieur, l'approbation et la mise en place justement d'une procédure pour pouvoir tester les employés de manière aléatoire. Ça, un employeur a le droit de le faire et bien souvent, c'est la question qu'un employeur se pose, s'il a le droit ou pas le droit. Oui, il a le droit, mais bien encadré, ça, c'est une certitude. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus même vital de le réaliser. D'accord. Parfait, parfait. Sur le rôle du médecin du travail là-dessus, Je vais prendre la parole. Du coup, pour la médecine du travail, oui, on peut on peut faire des tests biologiques, des prises de sang, un dépistage pour le cannabis. Enfin, c'est des choses qu'on peut faire. Ça reste dans le cadre individuel, donc dans le cadre de la visite, et en aucun cas, ni l'employeur n'aura les résultats, ne sera pas forcément même au courant que la recherche a été effectuée. Voilà, après, on peut le faire, c'est vraiment au cas par cas en général. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas dans notre pratique courante de le faire, mais si on a besoin et c'est nécessaire, on peut l'effectuer. je lis en même temps les questions. Du coup, une question sur les assurances, c'est-à-dire en cas d'accident de mission, qu'est-ce qui couvre le salarié? Est-ce qu'il y a une obligation d'assurance professionnelle qui couvre ces accidents de trajet? Est-ce que c'est l'assurance de la personne directement, du véhicule? Ça marche comment? Il y a peut-être quelqu'un qui peut répondre à ça? Je peux répondre si vous voulez. Hum. Donc, du coup, oui, quand on fait rouler pour des missions professionnelles ses salariés, donc il y a plusieurs possibilités, mais dans tous les cas, l'employeur doit s'assurer que le salarié est bien couvert pour la conduite mission. Donc, ça, c'est sûr. Donc, on peut prendre une assurance auto-mission en tant qu'employeur. C'est certainement, bien sûr, ce qu'a Monsieur Rocancourt, il dira tout à l'heure. Et pour les métiers qui font rouler les salariés avec leur véhicule personnel, puisque voilà, ça existe, l'aide à domicile, c'est le cas. Donc, on peut aussi demander à ces salariés d'être couverts par leur assurance personnelle, bien entendu en s'étant assuré que le contrat couvre les déplacements professionnels et aussi, la plupart du temps, il y a une compensation financière qui est proposée par l'employeur pour que l'assurance personnelle du salarié englobe cette couverture mission professionnelle.
D'accord. Parfait, parfait. Je rajoute que ça couvrira les dommages aux tiers, hein, on est d'accord, hein. Pas les D'accord. dommages Oui, aux salariés. très bien. Je reviens sur la question des dépistages, puisque peut-être il y avait une demande de complément, peut-être au docteur Sénère. Ça doit être une personne qui demande. Donc, du coup, est-ce que concrètement, on peut vous demander de faire ce dépistage lors de la visite du salarié? Peut-être préciser? Non, on le fait si on en a besoin, si on l'estime nécessaire, mais pas sur la demande d'un employeur. D'accord. Voilà, on C'est comme participe pas n'importe quel examen médical, quoi. C'est vous qui choisissez en fonction voilà, des pathologies, de voilà, l'état. de notre évaluation, de l'examen clinique. Et il y a deux choses il y a deux choses séparées. Il y a ce que peut faire l'employeur, effectivement, un dépistage anonyme dans le cadre de l'entreprise, et nous, ce qu'on fait dans la visite, mais voilà, on le fait pas sur demande de l'employeur. Après, si l'employeur veut nous signaler une situation particulière, nous informer de quelque chose, on en prend note, mais voilà, on les fait pas sur demande et on transmet surtout pas aucun résultat. Vous êtes garant du secret médical et puis garant aussi de la façon de mener votre suivi dessus. Donc, pas sur demande de l'employeur, mais l'employeur peut vous informer qu'il y aurait un potentiel problème. Libre à vous après d'adapter le Voilà, suivi. on est à l'écoute, bien sûr. Oui. Alors, cette question du coup aussi des drogues, je vois une question sur le CBD. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça pose des problèmes sur la route? Peut-être, moi, je peux y répondre. Je connais un petit peu le sujet. Le CBD est légal. Il n'est pas actuellement dans le registre des drogues. Donc, on peut en acheter de façon légale. Mais il faut savoir que le CBD, donc, c'est un des deux principes actifs qui se retrouvent dans le cannabis avec le THC. Et le THC étant une drogue, elle, considérée comme une drogue, une substance interdite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de fabricants purifient le cannabis, soit de façon chimique directement, soit en laissant dans la plante, et extrait un petit peu comme un café sans caféine, extrait le THC pour laisser le CBD dedans. Mais il faut savoir, que le CBD, même s'il n'est pas pour l'instant sur le registre des drogues, les effets sont assez mal connus, mais c'est pas complètement anodin. Donc déjà en lui-même, pourrait peut-être quand même jouer sur des pertes de l'attention, etc. Mais ce qui est aussi à savoir et très très important à communiquer aux salariés, c'est que comme les bières sans alcool ou le café sans caféine, tout est une histoire de pureté. C'est-à-dire que du THC, légalement, les distributeurs peuvent vendre du cannabis CBD ou des produits dérivés qui contiennent moins de 0,3% de THC. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir 0,2% de THC dans un cannabis CBD. Ce qui se passe, c'est que le THC, ce n'est pas comme l'alcool, qui est une substance qu'on élimine très rapidement. Le CBD, c'est une substance qui se stocke dans les graisses et qui va rester des jours, voire des semaines dans le corps. Donc, il va s'accumuler CBD et THC. Donc, les infimes quantités de THC qu'il pourrait y avoir dans des produits cannabiques au CBD peuvent s'accumuler et on pourrait être positif à un THC en consommant du CBD. Donc là, les conséquences peuvent être très importantes, surtout en termes de responsabilité, puisque là, le salarié pourrait être directement mis en cause ou être un facteur aggravant si un test se révèle positif au THC, même si de bonne foi, il pouvait indiquer qu'il ne consommait que du CBD. Donc attention sur cette question-là. Je pense qu'on apprendra encore des choses. Il y a des études qui sont en cours sur ces produits-là. Et je pense qu'il faut sensibiliser les salariés comme quoi ces produits ne sont pas anodins en attendant un cadre légal peut-être plus restrictif. Je regarde les autres questions. Il nous reste encore 5 minutes. Question sur les médicaments. Si je prends des médicaments avec les pictogrammes d'alerte, donc les triangles qu'on a vus tout à l'heure, qui c'est que je dois avertir? Donc c'est un salarié qui pose la question. Est-ce qu'il doit avertir l'employeur, le médecin du travail, le médecin traitant?
Si on a un doute sur on peut conduire, comment ça se passe concrètement? On fait quoi? Dans ces cas-là, il faut se rapprocher soit du médecin traitant ou du médecin du travail, bien sûr, pour voir s'il y a une contre-indication, effectivement. Et voilà, il faut que ça reste dans le cadre médical et l'employeur n'a pas à être au courant des problématiques de santé et des traitements pris par son salarié. Donc, il faut qu'il s'adresse au médecin du travail, au médecin traitant et voilà. Éventuellement, c'est automatique, je veux dire, dès qu'on a ces pictogrammes, c'est interdiction, non, il y a les différents niveaux, donc c'est pour ça que c'est pas facile de choisir. C'est-à-dire que ça dépend aussi de la pathologie, dans quel cadre il le prend, si c'est pour une courte durée, si c'est quelque chose qui va être pour une plus longue durée. Donc c'est vrai que comme ça, c'est un peu au cas par cas et puis en fonction du poste aussi, voilà, à quel moment il prend le médicament, si c'est le soir, vous voyez, il y a plein de facteurs, donc c'est un peu difficile comme ça de répondre. Mais d'accord, donc c'est pour ça qu'il faut contacter un professionnel de santé, médecin traitant, ou voilà, c'est pas forcément seul qu'on peut avoir les éléments, quoi. Ok. Allez-y, posez vos questions, hein. Qu'est-ce que j'ai encore? En quoi consistent les ateliers de prévention et où les faire? Donc, c'est les ateliers, je pense, que l'on développe à la METRA 06. Donc, on commence ces ateliers donc cette semaine. Ils ont été dimensionnés les mois précédents dans le cadre d'un groupe de travail que vous pilotez, Dr Sener. Oui. Les ateliers commencent à être mis en place. Hein, voilà. Et ça concerne pas forcément les grands routiers, c'est plutôt le risque trajet, le risque mission, mais voilà, on ne s'adresse pas forcément. Des questionnaires en fait, c'est ça, des questionnaires pour sensibiliser un peu les salariés sur des formats un peu courts, hein, 1 heure, 1 heure et demie. Oui, c'est sous forme de quiz et c'est interactif en fait. On essaye de voir leur niveau de connaissance et d'approfondir sur certaines données, surtout les sensibiliser. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire des demandes, hein. Donc sur notre site, nos prestations, formations, on a ces dispositifs-là. J'en profite aussi parce que c'est périphérique, on l'a vu, on en a parlé beaucoup, mais on a aussi des formations addiction avec des simulateurs d'effets visuels sur la consommation d'alcool ou de drogue, avec des parcours à faire pour les salariés en portant ces dispositifs-là pour se rendre compte de la difficulté, mais qui n'est pas centré que sur les risques routiers, mais qui est centré aussi sur les conséquences dans l'entreprise, hein, risque machine, etc., risque de chute là-dessus. Donc, il y a ces 2 dispositifs qui existent désormais à la METRA 06, sensibilisation addiction et sensibilisation risque routier. Je regarde si j'ai d'autres questions. Voilà, les médicaments, donc on a déjà eu. Beaucoup de questions, hein. Si un employeur constate une problématique liée à l'alcool chez un salarié, pour un de ses salariés, est-ce que l'employeur peut orienter le salarié vers la médecine du travail? Oui, bien sûr, c'est prévu. Il y a des visites à la demande. Dans l'idéal, c'est voilà, qu'il nous explique bien la situation, le contexte, pour pouvoir recevoir le salarié et faire le point effectivement sur la problématique alcool. Donc ça, c'est important de le dire, hein. Il y a des visites périodiques, tous les 5 ans, tous les 2 ans, en fonction des risques. Mais le salarié, l'employeur ou le médecin peut demander en dehors de cette périodicité, pour raison de santé ou pour un risque particulier présent dans l'entreprise, une visite pour essayer de voir ce qu'on peut faire s'il y a des conséquences sur la santé du salarié. Donc, on n'est pas obligé d'attendre les visites prévues dedans, quoi. Donc, voilà pour répondre à la question de ce participant. N'hésitez pas encore, on va peut-être traiter une dernière question. Je vois peut-être une question pour Madame Caponi sur des exemples de modification de l'organisation pour limiter les risques routiers. Ça a l'air d'être quelque chose de peut-être théorique. Concrètement, on fait comment pour modifier l'organisation, pour jouer sur le travail de nuit, par exemple? Alors, même pour jouer, alors je peux donner 2 exemples. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'entreprise de maintenance dont je parlais,
qui s'est aperçu que les salariés étaient beaucoup dérangés au volant quand ils allaient intervenir chez les clients. Donc, bien entendu, l'entreprise a réagi et elle a instauré une fonction de dispatch qui n'existait pas dans l'entreprise. Donc là, c'est vraiment concrètement une modification d'organisation qui a été mise en place, avec succès d'ailleurs. Et pour l'histoire du travail de nuit, la conduite de nuit, par exemple, quand on est une entreprise de nettoyage de bureau, on peut, et ça aboutit parfois, essayer de négocier avec ses clients, tout simplement que les salariés interviennent sur le nettoyage en journée et non plus à des horaires de nuit quand les locaux sont vides. C'est travailler avec les donneurs d'ordre sur la cohabitation entre les gens qui font le ménage et les salariés. Donc, du concret, quoi. L'organisation, c'est pas uniquement théorique. Oui, Il peut avoir des mesures concrètes. OK, je vous remercie tous, du coup, tous les intervenants de votre présentation. J'espère aux participants que ça leur a permis de sensibiliser, leur donner des pistes pour évaluer et prévenir leurs risques routiers. Ce webinaire donc, est enregistré sera disponible sur notre page YouTube et sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre espace du site internet. Dans nos prestations, il y a tous les webinaires de la Metra 06 qui sont en ligne. Donc, on va peut-être clôturer le webinaire. On peut rester encore pour prendre vos questions si vous en avez. Elles seront enregistrées sur la plateforme. Vous pouvez encore y aller. On pourra éventuellement vous répondre directement par mail ou mettre des réponses sur les réseaux sociaux s'il y a des questions qui ne sont pas encore très claires. Et n'hésitez pas, du coup, vous l'avez compris, vous n'êtes pas seul si vous voulez vous lancer dans l'évaluation et la prévention des risques routiers. Il y a plusieurs institutions, la Metra 06, la CARSAT, les DRETS aussi qui peuvent conseiller sur des aspects très réglementaires. N'hésitez pas à contacter tous ces intervenants. On travaille nous tous ensemble, on communique régulièrement et en fonction de nos compétences, des opportunités, on essaie de vous accompagner là-dessus. Donc, merci à tous et à une prochaine fois pour un prochain webinaire peut-être. Merci. Merci. Au revoir.